Géopolitique, opération extérieure de la France, pourquoi l'Afrique est-elle visée? Nous nous interrogeons ce matin. Géopolitique, opération extérieure de la France, pourquoi l'Afrique est-elle divisée? C'est notre grande interrogation. Il est bon de vous retrouver tous les jours sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Commençons déjà par dire qu'un mois après la fin de l'opération Barkhane au Mali, alors que la base des forces spéciales françaises au Burkina Faso a été la cible des manifestants qui demandent à la France de quitter son territoire, le ministère français des Affaires des Armées progresse lentement sur la révision de sa présence sur le continent. Cette fois, ce sont des opérations militaires extérieures et l'Afrique est dans la ligne de mire, justement. Question, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Afrique est dans la ligne de mire des opérations militaires extérieures de la France? Pourquoi le terrain de jeu favori de la France, c'est l'Afrique? Si elle est si forte, pourquoi ne va-t-elle pas au Yémen ou en Géorgie? Le fait que c'est sur le continent africain que l'Afrique nourrit la France depuis des siècles et elle n'a pas, on va le dire comme ça, un autre moyen de subsistance que de piller l'Afrique. D'après la définition traditionnelle, on va le dire ainsi, donnée par le ministère français des Armées, les opérations extérieures sont les interventions des forces militaires françaises en dehors du territoire français. La qualification d'OPEX, OPEX, résulte d'un arrêté du ministère français des Armées qui porte ouverture du théâtre d'engagement en précisant la zone géographique et la période concernée. Les OPEX, il faut le dire également, se distinguent des forces prépositionnées dans des bases militaires en Afrique en vertu soi-disant d'accords de défense ou en mer. En amont du déploiement des forces, le centre de planification et de conduite des opérations fait diverses propositions de noms d'opérations comme par exemple nouvelles fenêtres parmi lesquelles la présidence française choisit précisément la dénomination retenue in fine. On parle bien sûr des opérations récentes qui ont pour nom par exemple l'Harmattan, ce fut le camp en Libye en 2011, Serval au Mali en 2013, Sangaris en République centrafricaine, c'était en 2013, Barkhane au Sahel en 2014, Chamal en Irak et en Syrie en 2014, ou encore Aigle, renforcement du dispositif militaire de l'OTAN en Roumanie, c'était l'année dernière, précisément en 2022. Depuis 1995 donc, les armées françaises ont été engagées dans quelques 106 opérations menées à l'extérieur des frontières nationales. À ces opérations, il convient d'ajouter 5 opérations lancées antérieurement à cette date, mais toujours en cours. En Israël, c'était en mai 1948, au Liban en 1978, au Sinaï en 1982, dans le golfe de Guinée en 1990 et au Sahara occidental en 1991. On peut donc comprendre que l'Afrique est bel et bien visée. On ne va pas également oublier certaines opérations clandestines de la part des mercenaires français sur le continent africain, mercenaires qui passent la majeure partie du temps justement à déstabiliser les nations ou encore à renverser les pouvoirs. Ce fut le cas par exemple des mercenaires comme Bob Denard, Jacques Foccart, eux bien sûr, qui ont passé la majeure partie du temps à être des barbouzes sur le continent africain. Voilà pourquoi nous nous interrogeons géopolitique, opération extérieure de la France, pourquoi l'Afrique est-elle visée? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome, il est un homme politique, UP6 dans l'âme et panafricaniste, nationaliste. Il est avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à nos nombreux internautes, bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour surtout à notre diaspora. La plupart sont dans des zones où il fait extrêmement froid actuellement. La chaleur de notre continent leur manque actuellement, mais nous avons une pensée pour eux. Nous savons qu'ils continuent de se battre là où ils sont pour apporter la lumière à leur manière dans notre continent. Et nous les promettons toujours, n'est-ce pas, l'avant-garde de la défense de la case du soir. Nous ne l'abandonnerons jamais. Et c'est aussi nous, à notre manière, notre sacerdoce, oui, notre modeste contribution pour faire de l'Afrique de demain un continent où on fera bon vivre pour toutes les filles et les fils de ce continent.
Merci à vous, Patient Parfum-Dôme, d'être avec nous encore ce matin. Patient Parfum-Dôme, la France, avec ses bases militaires, commence à quitter le sol africain, mais seulement la France veut revenir d'une autre manière. D'ailleurs, on a suivi le discours d'Emmanuel Macron qui nous faisait savoir qu'il y aura justement une intimité dans les armées. Chose curieuse également, au cours de l'année qui vient de se terminer, 2022, on nous parle des opérations militaires extérieures et la France a besoin justement, ou alors a choisi ce pan-là pour revenir sur le continent africain. Et bien sûr, les panafricanistes que vous êtes, nous dites que c'est l'Afrique qui est aujourd'hui visée. Oui, mais vous me posez une question assez délicate là, surtout avec les mots qui sont utilisés, parce que quand on parle de ces gens-là de l'autre côté, j'entends une intimité dans les armées, pardon. Oui, mais essayez de me clarifier, parce que ces gens-là, quand il y a des mots comme ça arrivent, oui, dans une déclaration, moi j'ai toujours tendance à dire... C'est exactement les propos d'Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi? Il déclare haut et fort qu'il y aura, ils ne veulent plus justement, les Africains ne veulent plus de bases militaires sur le continent africain, mais maintenant il faudrait qu'il y ait une intimité avec les armées françaises dans les armées nationales. Si vous voulez que je vous explique clairement ici. Bon. Je vais prendre ça dans selon vos souhaits. Non, c'est pas mes souhaits. Mais je continue de dire, attention, ces gens-là, oui, qui veulent nous imposer les nouveaux droits de l'homme, quand j'entends des mots, les mots ont un sens, certes. Nous sommes dans un domaine bien précis, certes. Oui, nous sommes dans un environnement et dans une réalité bien précise. OK. Mais quand même. Bon. Je pense que la France ne peut pas faire autrement que ce qu'elle tente. Cette énième approche de reconfirmer sa présence sur le sol africain. Il est de plus en plus clair qu'au vu des confrontations, des divergences sur le plan géopolitique mondial, vous ne pouvez pas avoir comme une espèce de gâteau un continent aussi important qui est la dernière frontière en réalité de la véritable géopolitique dans ce monde et le perdre sans que cela puisse avoir des conséquences sur le futur en termes de votre propre positionnement dans l'arène mondiale. Si vous me permettez, les propos clairs de Macron, les voici. Bâtir dans la durée une intimité avec les armées africaines. Bon, ok. C'est un peu plus clair. Mais jusque-là, quand même, en connaissant les animaux là, excusez-moi le terme, ces gens-là, mais maintenant c'est un peu plus clair. Bon, je retire le mot animaux. Je parle à des millions, j'allais dire des milliards de nos téléspectateurs. Mais je dis des gens pas du tout nets. Oui. C'est pas des gens nets. Voilà. Je pense sincèrement que la France est obligée aujourd'hui de tenter par toutes les pirouettes possibles et imaginables, de revenir dans le jeu. Ils ont eu une attitude cassante vis-à-vis des pays comme le Centrafrique, le Mali, la Guinée-Conakry et même un peu le Burkina. Vous voyez, là, on demande à la France aujourd'hui, on dit, on ne veut plus de ce type, cet ambassadeur, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui est à Ouaga, comme votre représentant ici chez nous. Luc Alade. Voilà, Luc Alade. Nous ne voulons plus de Luc Alade. Si vous voulez qu'on continue d'avoir des relations, envoyez-nous quelqu'un d'autre, mais pas cette espèce de berlulu que on ne sait pas très bien ce qu'il fout, quoi. On ne veut plus. Ah, Luc Alade lui-même dit, non, je m'excuse, mais je ne veux pas partir. On dit, non, tu vas partir. Il faut que tu partes, il faut que tu dégages. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas, en même temps, essayer par le biais de contorsions, revenir dans le jeu et avoir comme élément sur le terrain, hein, n'est-ce pas, des salopards comme M. Luc Alade. Vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours la fourberie dans la diplomatie française. Elle est toujours en train de fourberie, de flûterie. Toujours en train de vouloir t'endormir, mais pour te poignarder après dans le dos. Vous ne pouvez pas dire, OK, peut-être qu'on s'y est mal pris, on a compris, mais notre nouvelle doctrine diplomatique en termes de notre coopération militaire avec vous, là, c'est une nouvelle doctrine.
Mais vous avez comme principal lieutenant ou bien capitaine qui vont implémenter ces doctrines sur le terrain, n'est-ce pas, de salopards comme M. Alad. Il y a un problème au niveau vraiment de l'État français. Ils ont mal à redéfinir de nouveaux rapports avec le continent africain. Les seuls rapports qui sont à leur ADN, ce sont les rapports de domination. Quand des dynamiques nouvelles, créées par les Africains, mettent sur la table la question des nouveaux rapports qu'on doit avoir avec eux, ça ne passe pas pour la France. Ça ne passe pas. Donc, cette énième contorsion, cette tentative de roubladise pour revenir dans le jeu ne peut pas prospérer tant qu'ils vont continuer à avoir en filigrane ce disque dur de la mémoire coloniale, des attitudes coloniales, des comportements coloniaux qui sont les leurs. Ça ne peut pas. C'est pour ça que j'ai bien peur que ce soit un véritable coup de pied dans l'eau qui n'ira pas plus loin que le temps des effets d'annonce. Parce que les Africains, eux, ils aspirent à un autre type de coopération avec le peuple français. Et il faut que le gouvernement français, la junte française, merci mon colonel, s'arrime à cette nouvelle réalité. C'est cette incapacité de se lever pour s'arrimer à cette nouvelle réalité qui va compliquer davantage la tâche de Paris sur le continent africain. Est-ce que Paris veut réellement changer? Ils en sont incapables, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. L'élite politique là en est incapable. Parce qu'elle était structurée, elle était moulée, de toute façon en ce qui concerne notre continent, uniquement dans les rapports de domination. N'est-ce pas du racisme? Mais le principe majeur, je le dis sur tous les plateaux, je passe, des relations qui fondent, la relation séculaire entre l'Occident en général, la France en particulier, notre continent, la base, le pilier central, c'est le racisme. C'est la question du racisme. C'est tout. C'est autour de cette question-là, de ce pilier que se greffent les autres scories, nos yeux que nous voyons à l'œuvre tous les jours. Donc pour eux, il n'est pas du tout possible qu'il y ait d'autres types de rapports que des rapports de domination. D'autant plus qu'ils vont mettre en valeur, en exergue, le fait que bon, ils ont des capacités de justice qu'on n'a pas, ils ont des capacités de formation de leurs troupes que nous n'avons pas, ils ont des capacités de finance, et là encore, ils continuent de confisquer l'argent des Africains à travers cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA, que nous n'avons pas. Et sur le plan diplomatique, nous sommes obligés de les accompagner pour qu'ils continuent de garder, n'est-ce pas, ce statut de majors en termes des États qui commandent la diplomatie mondiale. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que nous soyons en train de leur faire des bébés dans le dos, en leur faussant compagnie et en ayant aujourd'hui tendance à aller découvrir d'autres prairies. C'est ce que la France ne veut pas accepter. Mais elle ne l'accepte pas. Tout simplement parce qu'elle est dans l'incapacité aujourd'hui de fonder ses décisions sur la base d'analyse objective de la réalité concrète du continent africain aujourd'hui. Le continent africain aujourd'hui, ce n'est plus le continent de Papa Madi. Ce n'est pas le continent de Omar Bongo, de Mobutu, d'Aïdjo, de Houphouët-Boigny. Non, c'est fini. Ou bien du sergent Yadema. Le continent africain aujourd'hui, même avec les enfants de ces satrapes, c'est d'autres visions. Le monde a changé. La lumière est arrivée dans les ténèbres par le biais de l'acquisition de la connaissance d'une frange non négligeable des élites africaines aujourd'hui, surtout les plus responsables. Bon, évidemment, d'autres continuent d'être dans ce confort douillet que leur concède cette collaboration incestueuse par le biais de cette soumission à plat ventriste vis-à-vis des intérêts étrangers. Mais une nouvelle élite émerge. Vous êtes faites partie de cette nouvelle élite-là qui ne veut pas s'entendre compter et qui estime qu'il faut rapidement la mise sur pied, sur table de nouveaux types de rapports. Laurent Gbagbo les appelait les rapports gagnant-gagnant. Nous, on dit des rapports de liberté, de souveraineté, de légitimité,
vis-à-vis de tout ce qui peut être comme contrat, comme accord, comme décision, comme coopération avec qui que ce soit. Nous ne voulons plus être dans les rapports de dominant à dominé. Et ça, l'élite politique française est incapable de le comprendre aujourd'hui. Et c'est ça qui crée tous ces chamboulements. Même les situations qu'on aurait pu éviter se produisent aujourd'hui parce que de l'autre côté, nous avons des idiots comme le monsieur Alain, hein, des petits racistes comme ce Gus-là, qui continuent de dire, bon, nous sommes de France, le Burkina ne peut pas exister sans nous, par exemple. En fait, c'est ça, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc, je le dis souvent, la France gagnerait, elle a tout intérêt, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous continuons d'utiliser le français comme langue, comme moyen de locution dans une bonne partie de l'Afrique. Ils ont tout intérêt de continuer à profiter de cette période de latence pour se reconvertir très rapidement et permettre à ce que, quand la lumière va jaillir, quand nous allons atteindre l'espace de liberté, que nous allions pas avec beaucoup d'amertume vis-à-vis d'eux. Parce que si notre liberté se gagne au prix de l'amertume réelle que le peuple africain a vis-à-vis de Paris, je peux vous dire que c'est la France qui aura tout à perdre dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau paradigme en création. Ils ont donc intérêt de faire attention. Ça, ce ne sont pas des discours qui règlent ça. Ce sont des attitudes, ce sont des comportements. Malheureusement, jusqu'à preuve actuelle, on n'a pas l'impression que l'oligarchie politique, l'élite politique et financière occidentale en général et française en particulier ait compris de quoi il s'agit. Patient parfait d'homme, est-ce que les gouvernements africains vont accepter ces OPEC, ces opérations militaires extérieures sur le continent africain, sachant que sur le continent, et dans plusieurs pays comme le Tchad, le Gabon, la RCA, on va pas oublier également le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, il y a encore des bases militaires françaises. N'est-ce pas? Est-ce que ce ne sera pas de trop? D'abord, il faut exclure la RCA. Non, enlevons la RCA, c'est terminé. Il faut exclure la RCA de cette comptabilité, de l'indignité. Mais oui. Je reviens sur Antonio Gramsci. L'ancien monde se fronde. Oui. Le nouveau élan est à apparaître. Dans ce clair-obscur, c'est juste des monstres. Ces monstres-là, c'est encore des gens qui ne posent pas sur la table la question des bases militaires françaises. C'est facile de dire, oui, monsieur le président, vous et moi, la France-Afrique, nous ne savons pas ce que c'est, d'autant plus que cette période-là, nous n'étions pas là. Oui, mais les bases militaires issues des accords France-africaines sont toujours là. On les gère comment? Le franc CFA, issu de ces accords France-africaines sont toujours là, est toujours là. Comment les gère-t-on? Les accords de coopération dans leur globalité, issus de cette période France-africaine sont toujours là. Il a fallu écouter le tollé général de l'élite politique française. Quand le Centrafrique décide de mettre fin au décanat, qui donnait la priorité dans l'ambassade de France. Oui, à la diplomatie française d'avoir la primauté, quelles qu'en soient les conditions. Vous comprenez? Au niveau de la RCA. Donc c'est pour vous dire qu'au-delà même des accords de coopération connus, il y a d'autres avenants de ces accords inconnus, mais qui sont tellement scandaleux qu'il faut qu'il y ait un petit quoi comme ça pour que vous découvrez que même là, les gars avaient toujours la primauté sur nous, sur nos intérêts. Donc, il faut mettre fin à ça. Il faut vraiment mettre fin à ça. Et il faut qu'il y ait une élite politique qui est capable de s'adapter. Mais j'ai bien peur. J'ai bien peur parce que l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, qui bascule progressivement vers une proxy war entre la Russie et l'OTAN, dont le bloc américain, nous a tellement ouvert les yeux sur des réalités que nous étions loin d'imaginer. On nous a vanté dans les écoles de formation des journalistes pour lesquelles vous êtes passés. On dit oui, les journalistes, ce sont les faits. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Voilà les canons, la déontologie journalistique. Allez écouter les médias occidentaux.
vous vous rendez compte que ces gars ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts à accepter une nouvelle réalité. Ils ont pris toutes les valeurs des journalistes, les Poujada et consorts, ils les ont jetés à la poubelle, ils sont devenus de véritables propagandistes au service des lobbies. Pas même des peuples, mais des lobbies qui sont au pouvoir. Vous savez pertinemment qu'il y a un monde de dures personnalités qui ont l'essentiel de tous les médias en Occident. On le sait. Ils sont soit en tant que patron et propriétaire, soit en tant qu'actionnaire plus ou moins majoritaire. Il faut le dire à nos téléspectateurs. Il faut qu'ils le sachent. C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est la même ligne éditoriale qui est reprise dans tous ces médias. Dans tous ces médias. Mais certains avec beaucoup plus de zèle que d'autres. Parce que M. Poujada, c'est vraiment cet individu, il est devenu vraiment, c'est un cas d'école, quoi. Donc ils sont nombreux comme ça. Quand vous les écoutez, mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment on peut mentir de manière... C'est-à-dire quand il finit de vomir ces mensonges et ces contre-vérités qui sont à l'encontre des principes de sa profession. Quand il rentre chez lui, est-ce qu'il se regarde dans la glace? Du tout. Est-ce qu'il regarde ses enfants? Leur conscience est vraiment tranquille. Les psys de ce côté auront fort à faire. Parce que quand en réalité, le basculement va s'opérer, même le centre de Jamou de Cameroun sera sollicité pour héberger certains. Parce que là-bas, il y aura une saturation hors norme. Il faut remettre l'homme au cœur de la vérité. Il faut remettre l'humain au cœur de la vérité. Nous ne pouvons pas continuer à avoir des rapports avec des gens qui continuent de nous regarder comme si nous étions des petits animaux. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que les gouvernants africains ont souvent pensé que la France a jamais été un jour diplomate? Pourquoi croire à la diplomatie française quand on sait pertinemment que tout ce que nous disons tous les jours, eh bien, c'est pour dire qu'ils n'ont jamais été. Ils n'ont jamais été diplomates. Mais parce qu'il y a un hiatus en Afrique. C'est une exception africaine du point de vue des institutions diplomatiques et des gouvernements africains. Des institutions africaines. Le hiatus, c'est lequel? Il y a une grosse contradiction entre les légalités dont jouissent ces pouvoirs et les légitimités populaires qui leur font cruellement défaut. La conséquence immédiate, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas au service de leur continent ni de leur peuple. Ils sont au service des gens qui leur ont fait roi dans ces petits bantoustans que constituent nos États. Comment voulez-vous donc que ces gens-là soient capables de prendre en compte ces remarques pertinentes, cette demande légitime de la part du peuple? Ils vont continuer à fignoler, à jouer, en montrant patte blanche, par le biais d'une répression barbare. C'est fait le cas au Tchad récemment. Oui. Par le biais de combines comme Macky essaie de faire pour éjecter le jeune Sonko. Par le cas des turpitudes, comme c'est le cas au Cameroun, on ne veut pas beaucoup en parler, mais parlons-en. Par la tentative de remettre le fils du président Paul Biya pour prendre la succession de son père après 40 ans au pouvoir. C'est ça la réalité de l'Afrique. Et il faut avoir le courage de le dénoncer. Steve, nous sommes les filles et les fils d'une même mère. L'Afrique est notre mère. Chacun peut être appelé à des postes de responsabilité au vu de ses capacités, au vu de l'intelligence qu'il peut mettre au service de son peuple et de son continent. On n'y est pas parce qu'on a hérité de quoi que ce soit. Nous sommes des serviteurs de notre maman. Chacun à son tour pourra être amené à prendre la petite calebasse, aller à la rivière pour amener de l'eau à maman. Mais nous ne sommes pas des héritiers exclusifs de notre mère. Parce que maman a fait beaucoup d'enfants. Et comme on dit chez moi, dans mon jargon, mon peuple, ça, on dit bonbo, puis bumbo. C'est ça le sens. On doit expliquer ça aux téléspectateurs. Ah ben, si vous voulez, je parle de manière triviale. Les Français disent charbonner n'est pas
comment dire ça, charbonner et roi chez soi, si vous voulez. Nous sommes dans des constructions où les gens doivent mettre de côté les histoires des dynasties perpétuelles qui doivent se construire. La dynastie doit être la dynastie des nations africaines. Et qui, à chaque moment, à chaque poste, on prend le fils qui est à même de mieux servir son continent. Et à un moment donné, il passe la main parce qu'il aura formé, il aura créé un véritable vivrier de valeur pour continuer à tirer notre continent vers le haut. Nous sortons de très loin. 5 siècles d'esclavage. 1 siècle de colonisation. Nous babotons depuis presque 1 siècle dans le néocolonialisme. C'est une violence inouïe, jamais vue sur notre planète. Quand on parle de violence contre l'humanité, je vois les gens qui s'amusent comment dire ça, à stratifier. On dit qu'il y avait d'abord la Shoah. Après la Shoah, il y a eu le génocide rwandais. Personne ne veut parler de l'esclavage. On ne vous parle pas de 1492. Ce qui est arrivé à ce que vous appelez les Amérindiens. Mais aux autochtones des États-Unis et de toutes les Amériques, là. Ce que le Codem, les Occidentaux leur ont fait subir. Il n'y a pas pareil en termes de génocide. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, petite discrétion. Mon fils me dit, mais papa, je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vois l'Équateur qui joue, je vois qu'il y a quelques Noirs. Le Brésil, il y a quelques Noirs. Tous les pays latinos, là, il y a quelques Noirs. Mais pourquoi il n'y a pas de Noirs en Argentine? Dans l'équipe nationale d'Argentine. Je rigole. Je dis, papa, à l'indépendance de ce pays qu'on appelle l'Argentine, 30% de la population argentine était constituée de Noirs. Mais tous les racistes, surtout la grande vague après la Seconde Guerre mondiale, tous les nazis qui sont partis, qui ont fui avec la couverture, souvent la CIA, l'encadrement, une bonne partie s'est retrouvée dans ces régions. En Amérique du Sud. Et ils se sont donnés pour plaisir de diminuer une ville comme Buenos Aires, qui avait près de 30% de la population, a été complètement liquidée. Dans les années 2000, certains jeunes Argentins découvraient des Noirs dans les rues. C'était les Sénégalais. C'est comme les Sénégalais sont des débrouillards pour la vente, la crier un peu partout dans les rues. Et ça fait l'objet de quelque chose d'incroyable. Les enfants, enfin, voyaient des Noirs dans les rues. Et ça fait l'objet de grands colloques, même dans les universités argentines. Aujourd'hui, mais non, nous avons, nous, ici, chez nous, des Noirs. Malheureusement, ils sont revenus à des portions presque congrues. Parce que des politiques antérieures les ont complètement laminés. Je referme la parenthèse. Mais c'est pour dire aux nôtres que c'est ça, l'homme noir. Et tant que nous n'allons pas tout faire pour sortir de cette gadoue-là et pour redonner un autre visage de l'homme noir au monde extérieur par le biais de la domestication de la science, par le biais d'une culture nouvelle, par le biais d'une spiritualité reconquise, par le biais d'une organisation sociale de très haut niveau, d'une sophistication hors norme. Et nous avons la capacité de le faire. Nous avons des richesses qui peuvent nous permettre d'arriver à ce niveau-là. Il suffit d'avoir d'autres types d'élites à la tête. Que ce soit les élites politiques, les élites économiques, les élites culturelles, etc. etc. Il faut restructurer complètement les disques durs de l'homme noir. Il faut casser complètement ces goulots de point de vue de la pensée, pour donner la liberté, pour donner du génie, pour faire éclore le génie de l'Africain. Et ça, il n'a pas pour vocation de reproduire le même type de racisme. Il a pour vocation de remettre l'homme au centre de l'humanité. Et c'est ça notre rôle, Steve Chikangos. On le dit souvent, les gens, nos frères ne comprennent pas. Je rigolais dernièrement quelqu'un, c'est une jeune fille qui me disait, mais papa, vous allez vraiment les sacrifier. Parce que les gens pour qui vous vous battez, c'est eux qui sont les premiers à vous poignarder. C'est-à-dire que c'est ça le propre de l'ignorance et de l'obscurantisme. Nous devons tout faire, batailler dur pour liquider complètement
c'est malheureusement ces difficultés-là. C'est ça aussi la vie, passion, parfum d'homme, elle est belle, elle est courte, elle est dangereuse, mais elle mérite d'être vécue. Merci à vous d'avoir été les nôtres encore ce matin. Et c'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, j'aime à le dire. Et les années à venir, que peut-être pour le Cameroun, la nouvelle de finances nous réserve beaucoup de surprises, sans que ça va être très difficile. Mais c'est quand c'est dur qu'on reconnaît les vrais durs, parce qu'ils savent avancer, même dans l'adversité la plus totale. Et le panafricain, la dignité panafricaine fait partie, n'est-ce pas, de cette caste. Allez savoir. Il faut rire sans être content de rire, de peur de mourir sans avoir ri. Mais rire donne du baume au cœur. Allez savoir. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.